Quelques secondes en ce début de vidéo, afin de vous inviter à bien rester jusqu'à la fin de celle-ci. Comme vous pouvez le voir, j'ai missionné notre messager impérial à vous délivrer une surprise avec un cadeau à la clé. Alors bon visionnage, on se retrouve en fin de vidéo. D'origine bretonne, Bertrand du Guesclin gagne le respect de la noblesse à la pointe de son épée. Il est à l'origine de nombreux exploits, c'est l'un des plus grands guerriers de son temps. Entré au service de Charles V, il remporte la bataille de Cocherel en 1364 contre Charles le Mauvais. En 1365, à la demande du roi de France, il entraîne les grandes compagnies en Espagne. Il participe à la bataille de Montiel en 1370. En récompense de ses actions en Espagne, il est fait duc de Molina. En octobre 1370, revenu en France, il est fait connétable par Charles V. Sa grande entreprise va être d'expulser les Anglais. Grâce à sa ruse, il parvient à regagner la quasi-totalité des conquêtes anglaises. Charles V le fit ensevelir dans la basilique royale de Saint-Denis, aux côtés des rois de France. Niel est emporté à la veille de la guerre par la même maladie qui tuera Napoléon III. Il fait figure de héros modeste. Pourtant, ses succès militaires ne manquent pas. Il est le maréchal du Second Empire qui participe au plus grand nombre de campagnes, excepté celle du Mexique. L'historien Pierre Miquel le surnommera même le phénix de l'armée de Napoléon III. Homme aux convictions fortes et au style de commandement moderne, éminent en pollueur 7, Niel est un visionnaire dans le domaine de la stratégie militaire, prônant la coopération des armes sur le champ de bataille ou d'autres formes de colonisation militaire de l'Algérie. De plus, Niel et Napoléon III sont liés par une amitié peu connue. Le premier est sans doute l'un des seuls proches du second à lui tenir sans cesse un discours de vérité. Les points communs entre les deux hommes sont très nombreux, surtout une vaste culture littéraire et un goût prononcé pour l'innovation technique. Ils travaillent ensemble sur l'ancêtre de la mitrailleuse et sur une tenue camouflée. Niel n'a de cesse de se battre, jusqu'à y laisser sa vie, contre l'illusion d'une France trop sûre de ses capacités militaires, trop certaine de l'expérience bénéfique des corps expéditionnaires. Bref, de son invincibilité. À tort, la défaite de 1870 n'en sera que plus amère. Mort prématurément, Niel n'a pas eu le temps de faire tomber les bastilles du statu quo, bien qu'il ait convaincu l'empereur de la nécessité de lutter contre les habitudes dangereuses. On peut ainsi affirmer qu'il a été le meilleur des maréchaux impériaux. Le 31 mai 1809, décédait des suites d'une blessure reçue à la bataille d'Essling Jean Lannes, maréchal d'Empire, duc de Montebello. Il venait d'avoir 40 ans. Après s'être recueilli sur sa dépouille, Napoléon dicte une lettre à la duchesse de Montebello. « Je perds le général le plus distingué de mes armées, mon compagnon d'armes depuis 16 ans, celui que je considérais comme mon meilleur ami. » La campagne d'Italie, commandée par Napoléon Bonaparte, né la même année que lui, est le coup de pouce du destin. Le 15 avril 1796, Bonaparte remarque l'action décisive d'un jeune colonel qui vient avec quelques hommes de prendre une bourgade de Ligurie, Dego. Promu général à Arcole, où il est blessé 2 fois, il sauve la vie de Bonaparte. Dès lors, Lannes suit toutes les expéditions de celui qu'il va servir fidèlement, d'abord lors de la campagne d'Égypte, à Saint-Jean d'Acre, il manque de peu d'avoir la tête tranchée par les Turcs. Revenu en France, il seconde Bonaparte le 18 Brumaire et règle ses affaires familiales. Nommé général de la garde consulaire, il repart pour l'Italie. Il est vainqueur à Montebello, reçoit un sabre d'honneur à Marengo. Après la rupture de la paix d'Amiens par les Anglais, il est de toutes les campagnes, s'illustre à Ulm, Austerlitz, Pultusk, Friedland, etc. Envoyé en Espagne en 1809, il assiège Saragosse et reçoit sa capitulation après d'atroces combats. Appelé à l'armée d'Allemagne, il est mortellement blessé à la bataille d'Essling. Il entre à Saint-Cyr en 1922 et en sort en 1924. Il suit brillamment ensuite les cours de l'école d'application de cavalerie de Saumur. En 1925, il est affecté au 5e régiment de cuirassiers en occupation en Allemagne. Le lieutenant de Haute-Loc obtient une affectation au 8e Spahis algérien au Maroc où il va passer 5 années. Il participe à la pacification du territoire au cours de laquelle il se distingue. En 1938, il est reçu major à l'école de guerre. Fin mai 1940, faisant alors partie de l'état-major de la 4e division d'infanterie, il est fait prisonnier. Il parvient cependant à s'échapper et à rejoindre les lignes françaises.
Le 15 juin, lors d'une contre-attaque face à des blindés ennemis dans la plaine de Champagne, il est blessé à la tête et à nouveau capturé. Il s'évade le 17 et, via l'Espagne et le Portugal, réussit à gagner Londres où il se présente le 25 juillet au général de Gaulle sous le pseudonyme de Leclerc. Il est promu chef d'escadron. Il aida, avec son armée rassemblée en Afrique, à lutter contre les forces de l'Axe. En effet, il est d'abord commandant militaire de l'Afrique équatoriale française. À partir de 1941, il entame une série d'opérations qui lui permettent de rejoindre les forces britanniques d'Afrique. Il participe alors à la campagne de Tunisie. Il prend part au débarquement de Normandie à la tête de la 2e division blindée, une unité française des forces françaises libres. Les Américains lui laissent alors l'honneur de libérer Paris à la tête de la même unité. Il continue ses opérations jusqu'en Allemagne, puis est envoyé en Indochine et reçoit, au nom de la France, la capitulation du Japon. Il est mort dans un accident d'avion au cours d'une tournée d'inspection en Afrique du Nord après la guerre. Philippe de Hautloc incarne les vertus militaires les plus authentiques jointes à une humanité qu'il s'efforça de préserver dans les tourments de la guerre. Il a démontré, au cours de sa carrière fulgurante et tragiquement achevée, que rien n'était impossible à un chef déterminé, animé par le plus vibrant patriotisme. Louis-Nicolas Davout, duc d'Auerstedt, prince d'Eckmühl, est un des plus célèbres maréchaux de Napoléon. Il l'a rencontré dès sa campagne d'Égypte et ne l'a pratiquement plus quitté ensuite. Sa réputation de fin stratège et d'organisateur n'est pas usurpée. Selon l'empereur, il était l'un de ses lieutenants les plus capables. Il fut de toutes les grandes opérations militaires de l'Empire et ne fut jamais vaincu. S'il se couvrit de gloire à la tête de l'aile droite de la Grande Armée à Austerlitz, il remporta lui-même de nombreuses batailles, dont la plus fameuse fut celle d'Auerstedt, le jour même où, de son côté, Napoléon battait les Prussiens à Iéna. La confiance du maître ne le quitta jamais, même si elle se teintait d'un peu de retenue devant cet homme froid, cultivé et capable de contredire avec raison. Gouverneur de la Prusse, défenseur du duché de Varsovie, commandant de corps d'armée pendant la campagne de Russie, il résista héroïquement à l'ennemi en Allemagne pendant les campagnes de 1813 et 1814. Au 100 jours, il fut encore ministre de la guerre et ne put apporter sa haute compétence lors de la campagne de Waterloo. Homme d'honneur, Davout témoigna en faveur de Ney lors du procès qui lui fut intenté au brave des braves, ce qui lui valut la disgrâce. Ingénieur militaire, architecte et maréchal de France, Sébastien le prêtre de Vauban a bâti de nombreuses constructions militaires aux frontières de la France sous Louis XIV. Il est connu pour l'efficacité de ses fortifications qu'il conçoit en nombre dans le nord et l'est de la France à la fin du XVIIe siècle. Pendant la guerre de Hollande, Vauban conduit avec succès 53 sièges comme celui de Maastricht en 1673 et construit 300 places fortes aux frontières du royaume. Parmi les plus célèbres de ses réalisations, on cite souvent le Fort Boyard, édifié en pleine mer au large de la ville de Rochefort. En 2008, une douzaine de citadelles de Vauban ont été classées par l'UNESCO au patrimoine de l'humanité. Il doit sa réputation à l'exceptionnelle efficacité de techniques innovantes, comme la réduction des angles morts en adoptant un plan en étoile, ou comme ce système de tranchées souterraines. En 1692, Louis XIV crée un corps structuré, le génie militaire, dont Vauban prend la tête. Sorti de Saint-Cyr dans la cavalerie, le lieutenant de Lattre reçoit en 1914 sa première blessure. Un coup de lance de Ulan en pleine poitrine. Passé dans l'infanterie en 1915, il termine la guerre avec 4 blessures et 8 citations. En 1939, de Lattre est le plus jeune général de l'armée française. À la tête de la 14e division d'infanterie, il combat du 15 mai au 15 juin 1940 à Rethel, sur l'Aisne et sur la Loire. Le 8 novembre 1942, prévoyant le déferlement prochain des troupes d'occupation sur la zone libre, il part en dissidence avec quelques troupes. Arrêté, condamné à 10 ans de prison, il s'évade le 2 septembre 1943 à la prison de Riom, prend le maquis, parvient à Londres puis à Alger où il reçoit le commandement de l'armée qui, débarquant en août 1944 en Provence, remonte les vallées du Rhône et de la Saône, libère Colmar et, après avoir franchi le Rhin, conquiert Karlsruhe et Stuttgart. Il est envoyé à Berlin pour signer l'acte de capitulation de l'Allemagne. Nommé commandant en chef de l'armée d'occupation française en Allemagne, puis inspecteur et chef d'état-major général de l'armée, celui que ses hommes ont surnommé le roi Jean, veut faire de l'armée nationale une grande école de la jeunesse. En 1948, les 5 pays signataires du pacte de Bruxelles lui confient le commandement en chef des forces terrestres de l'Union occidentale destinées à résister à une éventuelle offensive de l'URSS.
Mais la situation s'aggravant en Indochine, De Lattre accepte de prendre le commandement des forces françaises, auxquelles il rend un moral de combat, pour résister à l'offensive d'hiver du Viet Minh. Au printemps de 1951, au sud du delta tonkinois, De Lattre perd son fils unique, Bernard, tué le 31 mai à la tête d'un escadron vietnamien. Mais il a rétabli la situation du corps expéditionnaire et organisé une armée nationale vietnamienne. En octobre 1951, il gagne encore 2 batailles, mais miné par un cancer, il meurt le 11 janvier 1952. Fait maréchal de France par Mazarin, Turenne jouit alors d'une grande célébrité et passe déjà pour un des meilleurs chefs de guerre de l'époque. D'un abord bourru, mais adoré de ses soldats, c'est par la sûreté du raisonnement, la prévision, qu'il prépare ses campagnes. Il mène, de 1645 à 1648, une brillante campagne en Allemagne qui se conclut par les traités de Westphalie. Pendant la Fronde, Turenne hésite longuement avant de se laisser entraîner dans le camp des rebelles par sa passion pour la duchesse de Longueville. Mais il se ressaisit, prend la tête des troupes royales, bat Condé à Étampes et le rejette dans Paris. Son crédit est alors immense. Dès lors, Turenne joue un rôle déterminant dans la guerre contre l'Espagne. Il dégage Arras et gagne en 1658 la bataille des Dunes près de Dunkerque, décidant l'adversaire à signer le traité des Pyrénées. Turenne, fait maréchal des camps et des armées du roi, est au sommet de sa gloire. En 1668, il a abjuré le protestantisme. Pendant la guerre de Hollande, il prépare le passage du Rhin et surtout, pendant l'hiver 1674-75, il mène une des plus belles campagnes de l'histoire militaire, surprenant les impériaux et les rejetant d'Alsace. En 1675, Turenne envisage de se retirer à l'Oratoire, mais Louis XIV lui confie un nouveau commandement. Le 27 juillet 1675, il trouve la mort à Sasbard. Le héros est enseveli à Saint-Denis. En 1800, Bonaparte, alors premier consul, ordonnera que ses restes soient transférés aux Invalides. Il admirait son génie militaire, qu'il rangeait aux côtés de Frédéric II de Prusse ou de son grand rival, le Grand Condé. Empereur franc, il règne sur une grande partie de l'Europe occidentale entre 768 et 814, agrandissant ce territoire par plusieurs conquêtes successives. Charlemagne est le plus grand représentant de la dynastie des Carolingiens, dont le nom est inspiré du sien. Il est appelé ainsi en raison du surnom qu'on lui a donné, Charles le Grand. Charlemagne règne sur un immense empire. Il est le restaurateur de l'Empire d'Occident. Il poursuit le long de son règne l'ambition de reconstituer une Europe unie par la foi chrétienne. Dès 773, il scelle son union avec le Saint-Siège en attaquant les Lombards qui capitulent à Pavie. Charlemagne obtient sa première victoire importante et ajoute la Lombardie à son royaume. Se portant garant de la sécurité des États pontificaux, il renforce encore ses liens avec l'Église. Dès lors, Charlemagne se donne pour mission de christianiser l'Europe, et notamment les rois saxons. Au-delà de sa propre croyance, Charlemagne insiste tout au long de son règne sur la nécessité de christianiser les puissants comme la population, car c'est un ciment vital pour unir des peuples de langues et de cultures différentes. Charlemagne multiplie les combats et les conquêtes, notamment à l'Est. 2 raisons le motivent, une situation politico-économique qui nécessite l'acquisition de nouvelles terres et de nouvelles richesses pour garantir la pérennité du royaume, et la volonté de christianiser. Sollicité par un mort dissident, Charlemagne traverse les Pyrénées pour conquérir Barcelone et Pampelune. Il soumettra les Lombards, les Saxons, les Bavarois, les Avars et la plupart de ceux qui se dressent face à son empire et face à la religion chrétienne. De 1793 à 1800, il est général de la République française et s'illustre dans sa brillante campagne militaire en Italie ainsi qu'en Égypte. Par le coup d'État du 18 Brumaire en 8, le 9 novembre 1799, il renverse le gouvernement républicain du Directoire. Le consulat est le nouveau régime qui succède au Directoire. Bonaparte est désigné premier consul et met en place un régime politique où il dispose de l'essentiel du pouvoir. Il réforme alors profondément la France. Proclamé empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier, il poursuit la guerre contre les autres pays européens qui veulent éliminer le danger représenté par la France révolutionnaire dont il est le continuateur. Maître de l'Europe en 1810, après de grandes victoires comme la bataille d'Austerlitz, sa politique rencontre de nombreuses oppositions, surtout en Espagne, en Allemagne, en Autriche et en Russie, sans compter l'hostilité constante du Royaume-Uni. Napoléon Bonaparte fait partie de ces individus dont le nom a conquis l'admiration du monde
et qui continue d'irriguer l'inconscient collectif français. Il a laissé une empreinte considérable sur les institutions et sur la société française. Nombre de ses réalisations perdurent encore aujourd'hui. Il est le dieu de la guerre, selon Clausewitz, professeur d'énergie, selon Barès, le plus grand homme d'action depuis Jules César, selon Churchill. Il est celui qui est parvenu à conquérir le cœur des Français grâce à son administration, son génie militaire et tactique. Il est un symbole, un emblème, une gloire pour l'histoire de France. Il est l'aigle qui ne cessera de voler dans l'esprit des Français, car c'est grâce à lui que la France est ce qu'elle est aujourd'hui. Le mal du siècle qui suit la chute de l'empereur est l'élément clé pour discerner avec lucidité le rôle capital qu'il a eu dans l'histoire de France. Musset rencontre dans son livre La confession d'un enfant du siècle le malaise dont souffre la génération post-napoléonienne. Son épopée a fourni un idéal et une exaltation au peuple français. Je laisserai donc conclure Alfred Musset. Jamais il n'y eut un tel silence autour de ceux qui parlaient de mort, et pourtant jamais il n'y eut tant de joie, tant de vie, tant de fanfares guerrières dans tous les cœurs. Jamais il n'y eut de soleil si pur que ceux qui séchaient tout ce sang. On disait que Dieu les faisait pour cet homme, et on les appelait ces soleils d'Austerlitz. Comme promis, je vous retrouve afin de vous présenter de jeunes artisans français lançant leur activité sur notre territoire. Vous connaissez mon envie de mettre en avant le savoir-faire français, et je suis heureux de vous présenter l'équipe d'Intempo Paris. Toutes les étapes liées à la confection de leurs produits ont lieu dans leurs ateliers en région parisienne. Leurs chevalières sont donc 100% artisanales, 100% fabriquées en France, et pourtant accessibles à tous par leur prix relativement bas. Comme ce sont des hommes de goût, leurs premiers modèles sont à l'effigie de Napoléon Bonaparte. Cette nouvelle marque a saisi l'importance de porter fièrement ses valeurs tout en honorant le passé, et en s'en inspirant, tout comme le fait cette chaîne YouTube. Deux autres bonnes nouvelles, un jeu concours est organisé afin de faire gagner à l'un d'entre vous l'un de leurs produits, et pour les autres, un code promotionnel est mis en place. Vous retrouverez toutes les explications et liens utiles en description. Alors allez les suivre, leur esprit d'entrepreneuriat est à encourager. À bientôt et bonne chance aux participants. Et pas d'oignons aux Autrichiens, non pas d'oignons à tous ces chiens. Et pas d'oignons aux Autrichiens, non pas d'oignons, non pas d'oignons. Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Et mon oignon frit à l'huile, et mon oignon car il est bon. Et mon oignon frit à l'huile, et mon oignon, et mon oignon. Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Opa camarade, opa camarade, opa, opa.